Bonjour les amis, on va parler aujourd'hui des astuces de gestion du crédit pour justement éviter des problèmes. Parce que souvent, j'ai constaté dans ma carrière des banquiers, surtout dans ma carrière des banquiers de recouvrement, que souvent les problèmes ne se passe pas parce que les gens n'ont pas envie de payer ou pas parce que les gens ne veulent pas payer, mais simplement parce que justement les gens sont moins organisés. Moins organisés en fait en termes de priorités. Parfois on a la difficulté à trouver nos priorités. C'est-à-dire un $10 à payer sur une carte de crédit pour quelqu'un qui gagne $40 de l'air ou peu importe, je pense que c'est le moindre de ses soucis. Mais souvent, vous allez voir que ce qui abîme le crédit de quelqu'un, souvent, c'est des petits montants. Vraiment, la grande majorité du temps, c'est des petits montants. $10, $20, $30. Vraiment, proportionnellement au revenu de la personne, c'est vraiment des montants insignifiants. Ce sont ces montants-là, justement, qui portent des préjudices au dossier de crédit. Parce qu'au niveau du bureau de crédit, on s'en fout du montant. Peu importe le montant, soit $2, $3, $10 ou $1 million, ça n'a aucune différence quand c'est en retard. Quand c'est en retard, c'est en retard. Ça peut avoir une incidence sur un crédit comme carte de crédit, marge de crédit. Oui, le montant est important également à prendre en équation parce que plus le montant que vous devez est plus élevé, plus ça vous affecte beaucoup également en termes du pointage de crédit pour ce mois-là, pour ce mois où vous êtes en retard. Mais pour tous les autres types de crédits, ça n'a pas d'importance quel montant que vous avez, que vous devez, pour qu'il vous affecte. Comme je dis, la majorité des gens, c'est des petits montants insignifiants. Et ça, moi, ça m'amène à penser que justement, ce n'est pas un problème de la capacité de payer. Les gens peuvent payer $10, peu importe le type de revenus qu'on gagne. On peut payer un $10 sur une carte de crédit. On peut payer un $20, etc., etc. Et donc, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, ça m'amène à dire que c'est un problème de gestion. Et dans le problème de gestion, ce n'est pas forcément pointer du doigt, dire que voilà, les gens gèrent mal. Sinon, c'est plus facile, c'est trop facile. Alors, c'est dans le sens que chaque personne a ses propres priorités. Quand quelqu'un doit travailler 1 heure pour gagner $30, $40, ou même parfois gagner $10 parce qu'il en a tellement besoin de ça, ce n'est pas un $10 qu'il doit quelque part qui va le déranger. Donc, c'est en termes de priorité des gens. Maintenant, ici, aujourd'hui, je ne vais pas amener des astuces pour savoir, pour avoir un bon de crédit ponctuellement. Parce que souvent, quand on travaille sur un crédit, c'est pour qu'on achète une maison, c'est pour qu'on achète une voiture, c'est pour qu'on achète telle chose. Ce n'est pas encore dans nos habitudes de mettre en tête qu'il faut garder un bon crédit en permanence, en tout le temps. Et pour ça, il faut certaines habitudes. Mais ces habitudes-là, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, déjà avant qu'on commence, si vous pouvez déjà nous encourager, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne pour recevoir de façon régulière nos conseils, nos astuces pour les finances personnelles, l'investissement, que ce soit boursier ou même immobilier ou autre, et puis pour l'investissement même sur soi, en soi. Donc, c'est vraiment... On parle de tout ce qui touche l'argent tout autour de nous. Les bonnes habitudes de gestion, des pratiques qu'il faut. Vraiment, on aborde tout ce qui touche l'argent dans tous les aspects possibles. Et donc,
dans cet ordre d'idées, disons, vous pouvez effectivement nous encourager en vous abonnant à la chaîne, en aimant nos vidéos pour nous encourager, et puis en commentant, en partageant avec d'autres, pourquoi pas, parce qu'effectivement, d'autres personnes peuvent se retrouver dans des situations où vous connaissez, tous on connaît un peu quelqu'un qui traverse des moments comme ça, et parfois c'est difficile de dire directement à la personne ce qu'elle devrait faire, quoi que ce soit, des petites vidéos comme ça, voilà, j'ai regardé, j'ai trouvé ces vidéos intéressantes, ça peut toujours aider quelqu'un sans le savoir. Et donc, nous, on vous encourage à partager nos vidéos. On sait bien qu'on est encore très très jeune sur ces réseaux. Et donc, ça prendra vraiment vos appuis, votre aide pour qu'on arrive, pour qu'on puisse aller plus loin, disons-les comme ça. Alors, pour revenir à nos moutons, je disais, ici, on va parler vraiment des bonnes habitudes pour la gestion des crédits. C'est bien d'arranger un crédit de façon ponctuelle, travailler pour un objectif. C'est bien tout ça, mais c'est mieux si vous travaillez de façon en permanence sur les crédits. Évidemment, je sais bien que vous avez d'autres choses à faire dans la vie. Évidemment, je sais que vous n'avez pas que ça à faire, mais vous allez vous rendre compte au long de cette vidéo que il faut avoir ces habitudes-là parce que ça va vous faire économiser beaucoup d'argent dans le futur. Et ça va vous faire économiser certaines choses, vous éviter certaines situations, disons, embarrassantes. Et parfois, ça peut même devenir une question de vie ou de mort. Question de vie ou de mort, pourquoi? Je vais raconter une petite histoire et puis après, on reviendra à nos moutons. Écoutez, j'ai travaillé comme banquier depuis un certain temps, une dizaine d'années. J'ai travaillé dans des centres d'appel, souvent en télécommunication, en banque, en ressources humaines, mais surtout, aujourd'hui, je vais aborder mon expérience en banque et puis en télécommunication, parce que je trouve que ce sont les deux domaines où ça prend une forte psychologie pour travailler dans ce domaine. Une forte psychologie dans quel sens? Ben, certains diront que, par exemple, quand je travaille dans des centres d'appel, certains diront que voilà, c'est juste répondre au téléphone. Bon, voilà, bon, bien sûr, un peu chacun dans son domaine aime beaucoup dénigrer le domaine de l'autre, pense toujours que c'est plus facile. Ben, viens le faire, voilà, une semaine et puis on verra. Mais le problème, c'est que quand je le faisais, quand j'étais en centre d'appel, comme je l'ai dit, j'ai passé quand même une dizaine d'années. Et donc, les plus grands problèmes que j'ai remarqués, que ce soit en télécommunication ou en banque, c'était les mêmes problèmes. C'était toujours la gestion des clients. Oui, quand je parle de gestion des clients, c'est vraiment la gestion de la conversation. En télécommunication, quand quelqu'un appelle, c'est parce qu'il a un problème. Mis à part quelques fois où le client vient pour s'abonner. Bon, ça, normalement, quand on s'abonne, on est content, on est excité, etc. Après cette étape-là, en télécommunication, oublie. Les gens, quand ils t'appellent, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Et souvent, ils veulent bien, depuis qu'ils entendent, on dit partout, les clients, c'est les rois, mais ils veulent bien te faire comprendre que voilà, je suis le roi. Voilà, je suis le roi. C'est un peu, quoi que j'ai la difficulté avec cette notion-là. Pas la difficulté, ben en fait, je vais dire, mon analyse est maintenant poussée par rapport à ça. Je travaille tout au long de ma carrière en service à la clientèle. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est des idées. C'est effectivement, et on a toujours traité les clients comme un roi, parce que c'est comme ça qu'on nous a toujours dit. Mais je peux me remettre, et puis j'ai été très très bon. Hein. Dans mon domaine, j'étais très bon. En service à la clientèle, que ce soit dans les banques ou les recouvrements, j'ai toujours été très bon. Même parfois, je croise mes anciens collègues, savent très bien que je faisais partie des meilleurs. Partie des meilleurs, si pas les meilleurs. Parfois, juste mon expérience, par exemple, quand j'étais chez Vidéotron très très longtemps, ben j'étais les premiers quand même pour tout le Québec. Hein, on parle du Québec, on parlait à l'époque, c'était 2000 employés au Québec. Et de temps en temps, j'étais deuxième, troisième. Mais voilà, j'étais bon. Je connais le savoir-être et le savoir-vivre. Je pense que, pour ne pas dire je maîtrise ça, mais ça fait partie de moi, c'est ma nature. Et donc,
quand je vous dis qu'il faut avoir quand même des nerfs solides pour travailler en ce domaine, malgré que je faisais quand même partie des meilleurs, qui pouvaient gérer, qui pouvaient amener des clients acheter encore plus, qui pouvaient, après la conversation, les clients rentrent, raccrochent tout content, etc. Vraiment, les conversations finissent mieux qu'elles ont commencé, etc., etc. Malgré tout ça, il y a des situations, par exemple, en recouvrement bancaire, où vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus compliqué. J'ai travaillé comme conseiller financier, j'ai travaillé dans d'autres départements. J'ai travaillé également, mon dernier travail en banque, c'était comme agent des recouvrements des produits financiers. Agent des recouvrements des produits financiers, on parle des hypothèques, on parle des cartes de crédit, marge de crédit, prêt auto, vraiment tout ce qui est produit bancaire, soit particulier ou affaires, la même chose. C'est-à-dire qu'il faut garder certaines habitudes. Dès le départ, souvent, on n'y pense même pas. Hein. Comme je l'ai répété un peu au début, c'est des petits montants qui font toute la différence. Ce n'est même pas les grands montants, genre, voilà 1 million, 10 000 dollars, même 1 000 dollars. C'est des petits montants chaque fois qui fait que vous ne pouvez pas acheter votre hypothèque, qui fait que vous ne pouvez pas acheter telle chose, qui vous bloque au niveau des bureaux de crédit. C'est ça. Et là, aujourd'hui, on va parler des saines habitudes qu'il faut prendre pour faire en sorte que ce genre de situation ne se passe plus. Par exemple, quand je voyais certaines situations à la banque, je pouvais voir des gens pleurer. Pleurer parce qu'ils voient qu'il n'y a plus d'autre solution, parce que je les annonce de mauvaises nouvelles. Je les annonce que voilà, madame, vous perdez votre maison. Mais madame, monsieur, vous perdez votre maison. Les gens étaient... Tu vas voir les gens pleurer et vous voyez vraiment bien que c'est des bonnes personnes, c'est des gens qui veulent payer, c'est des gens qui sont intègres, c'est des gens qui sont normalement dans leurs affaires, mais les événements de la vie font qu'ils se retrouvent dans cette situation. Mais vous également de l'autre côté, vous voyez que vous avez déjà tout essayé, même les décisions discrétionnaires ont toutes déjà été prises, mais parfois un peu vous tirez un peu par les cheveux vos décisions pour essayer d'accommoder madame, pour que ça reste dans la légalité et ça reste également dans les pratiques de la banque. Vous voyez que vous travaillez quand même pour la banque, celle qui vous paye, mais en même temps, vous voulez un peu aider la personne. Donc, vous tirez un peu, vous voulez aider la personne. Vous voyez que vous avez déjà tout fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Et tout ce que vous... Je voyais parfois des collègues qui se mettaient en sanglots, en train de pleurer également parce qu'ils voyaient que la madame, on ne peut pas lui donner une solution. Mais nous également, ici, on n'a pas une solution. Et à cette étape des choses, et voilà. Normalement, nous, en recouvrement, on devait soit envoyer un recouvrement en agence de recouvrement qui va affecter normalement le bureau de crédit, les montants. En tout cas, on va soit envoyer un huissier, on va soit envoyer chez les avocats. Voilà, c'est un peu des choses comme ça où les clients, vous voyez que vous le mettez dans l'embarras. Ce sont des situations vraiment humiliantes. Et pour les gens qui travaillent derrière, et pour les clients. Mais... Comme on aime dire, les affaires sont les affaires. La banque est là pour faire son argent et récupérer son argent, etc. Mais il est plus facile d'accuser les banques et autre chose de la façon que je l'ai expliqué un peu. Mais je vais quand même nuancer un peu avant de continuer avec notre sujet. Je vais nuancer dans le sens que, avant, dans les banques, beaucoup de banques n'avaient pas de département de recouvrement. Ils ont ajouté quand même un service que je considère comme un service humain. Ils ont humanisé un peu la banque dans ce sens-là. Dans le sens que avant, il n'y avait pas ce département, c'était qu'une fois, voilà, vous avez dépassé 90 jours, ce que je pense légalement dans beaucoup de situations, c'est 90 jours, dépendamment des provinces. 90 jours, légalement, la banque peut aller recouvrir son argent, elle peut aller dans votre compte en banque et prendre l'argent sans besoin de passer par un juge ou quoi que ce soit. Et peut aller dans votre compte et récupérer, prendre une partie de l'argent. Il y a, ça dépend aussi des types des revenus que vous avez. Il y a certains montants qu'on ne peut pas, que la banque ne peut pas prendre, dépendamment si vous êtes par exemple à l'aide sociale, ou sinon si vous êtes, si c'est les revenus de pension que vous avez dans le compte, la banque ne peut pas les chercher, vous devez être la personne qui paye. Bon, mais il y a d'autres exceptions comme ça. Mais en général, les montants qui sont dans votre compte, la banque peut les prendre. Souvent, ils ne les font pas. Mais ils ont ce pouvoir-là d'aller prendre cet argent et puis de se payer.
C'est plus facile encore si vous avez tous les produits dans une même banque. C'est-à-dire que carte de crédit, marge de crédit, voilà, hypothèque, et que vous êtes en retard, par exemple, sur l'hypothèque, mais la banque peut aller quand même dans votre compte chèque, prendre l'argent, payer l'hypothèque. C'est un service. Ils sont pas obligés de faire ça. Et beaucoup de cas, pour revenir un peu à la situation, je pouvais recevoir des appels, des clients qui appellent, qui commencent vraiment voilà, parce c'est le client, c'est le roi, ils vont te crier, ils vont faire, ils vont insulter, etc. Parce qu'ils ne comprennent pas que vous les rendez service. Ils ne comprennent pas que vous les rendez service en payant. Parce que une facture qui dépasse 30 jours, nous, automatiquement, c'est envoyé au bureau de crédit. Automatiquement, on n'a même rien à faire. Le système envoie les rapports au bureau de crédit. Et là, ça vous affecte. Maintenant, nous, on sait que c'est près de 30 jours. Le client n'a pas agi, ou même 30 jours, et que, voilà, c'est aujourd'hui, le client n'a pas agi. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va prendre un petit montant dans son compte chèque, on va payer ici le minimum, comme ça sera payé. Mais ça, malheureusement, le client ne comprend pas. Le client va appeler, voilà, etc., etc. Mais le problème, c'est que le client, madame, monsieur, tu sais pas gérer. Ou tu as oublié, mais quand tu appelles pour crier, tu aurais pu appeler pour payer ou tu aurais pu juste le faire. Parce que tu as quand même l'argent dans le compte. Là, tu vas payer des frais, parce qu'il y a des frais quand vous manquez sur des cartes de crédit ou des choses comme ça, vous manquez les paiements, mais il y a des frais. Il y a frais, par exemple, de 25 $, 30 $, dépendamment des banques. Et en plus de cela, vous payez des intérêts que vous êtes censé payer de toutes les façons. Et en plus de cela, vous êtes affecté au bureau de crédit. Et donc, ce qui m'amène à dire que le client va se fâcher, le client va faire cela. Nous, on comprend, on sait déjà que bon, c'est la réaction normale des clients, quoi que ça ne devrait pas l'être parce qu'on les rend service. Mais en plus de cela, les clients, on en reçoit de toutes les couleurs qui vont nous crier, C'est pourquoi je disais au début, il faut vraiment avoir des nerfs solides, il faut avoir une psychologie quand même béton pour pouvoir travailler dans ce genre de secteurs pendant 5, 10 ans, 15 ou 20 ans, etc. Et donc, ma petite parenthèse, maintenant, nous, on sait qu'après un temps, il faut absolument envoyer ce genre de lettres aux clients. La banque a mis en place le département comme le nôtre là, des recouvrements internes où on fait des rappels aux clients. Des rappels, ça peut être par lettre, ça peut être par texte, un message, un texto, SMS. Ça peut être également donc les appels. Souvent c'est des appels. Les appels que les clients appellent des appels automatisés. Et malheureusement, ils ne prennent pas souvent ce genre d'appels. Et donc, on va appeler, on va dire, madame, voilà. Et moi, j'avais cette habitude on n'était pas obligé de le faire. Même les recouvrements, enfin, ce département-là, c'est un service que la banque a mis en place justement pour humaniser un peu son service, pour mettre au moins un service intermédiaire entre la banque et toutes les décisions qu'on prend à la fin, comme envoyer au bureau de crédit, envoyer chez l'avocat, envoyer chez le huissier, etc. Avant ça, on amène notre département pour rappeler les clients. C'est du service à la clientèle. On appelle les clients pour les rappeler. Vous êtes en retard de tel nombre de jours, etc., etc. Et souvent, on appelle juste les clients. Non, je le sais, voilà, ils raccrochent. Bon, c'est correct. Mais moi, j'avais cette habitude je n'étais pas obligé de le faire, mais je le faisais parce que je comprenais l'importance de le faire. Je vais rappeler aux clients, je vais leur dire, écoutez madame, voilà les conséquences, voilà la procédure, voilà ceci. Et les clients, malheureusement, tous ne comprenaient pas l'importance de ça. Parfois, ils ne me prenaient pas au sérieux. Ils vont me dire, voilà, ne me menace pas, ne m'intimidez pas, ceci, cela, je connais mes droits, je connais ceci. Je dis, madame, je vous explique, vous ne travaillez pas en banque, vous ne réfléchissez pas tous les jours aux procédures ou aux lois qui concernent ça. Je suis en train de vous aider. Écoutez-moi. Et souvent, les clients, malheureusement, parce qu'on nous a appris qu'on est roi quand on est client, eh ben, on a certains réflexes, justement, qui fait que on ne veut parfois même pas écouter. Voilà, on veut même pas écouter. On pense toujours que quelqu'un qui est de l'autre côté, c'est vraiment parce que c'est un créancier, c'est forcément parce qu'il veut son argent, etc. Oui, c'est vrai, tout ça. C'est vrai, il veut son argent. Mais c'est pour t'aider également, parce que son argent, tôt ou tard, tu vas le payer. Tu vas finir par les payer. Mais ton crédit qui est abîmé, tu finiras aussi par les récupérer, mais après combien d'efforts, après combien de temps? C'est ça la question. Parce que moi, je vais rappeler madame, je dis, écoutez madame,
Normalement, c'est à 90 jours, la banque peut déjà initier toutes ces démarches-là pour recouvrir son argent. Mais moi, déjà, même si c'est juste 3 jours de retard, dès qu'on appelle les clients, je vais lui expliquer déjà la procédure, comment ça va se passer, etc. Comme ça, le client prend conscience que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment ça fonctionne. Et donc, quand il va se retrouver à 3 jours de paiement, on dit, mais madame, il faut payer dans 3 jours 20 000 $, 30 000 $, ou même 250 000 $, ou sinon vous quittez la maison. Dans 3 jours, ça devient impossible. Mais si je t'avais dit ça peut-être il y a 87 jours, tu aurais pu peut-être trouver une solution. Et moi, j'essaie toujours d'expliquer, avant que le délai légal de 90 jours expire, madame, vous êtes en retard. Beaucoup de gens ne savent pas. Quand vous payez par mois, on commence maintenant avec les astuces qu'on va commencer à donner. Après toutes ces explications, il faut bien que je finisse par vous donner des astuces. Pour quelqu'un qui paye son hypothèque mensuellement et quelqu'un qui paye, par exemple, aux 2 semaines ou bimensuel ou par semaine, c'est différent. C'est différent, il y a tous les avantages. Déjà, aux 2 semaines que vous ne pouvez pas... Moi, je vais me garder ça, on va garder ça simplement, on va parler de 2 semaines. Alors, aux 2 semaines, quand vous payez, vous avez beaucoup d'avantages que quelqu'un qui paye par mois. Pas seulement en termes financiers, oui, effectivement, vous économisez un peu d'argent quand vous payez aux 2 semaines parce que vous payez moins d'intérêt que quand vous payez par mois. Mais en plus de cela, vous risquez de ne pas perdre votre maison à cause que vous payez par mois. Parce que manquer un paiement à la banque, bon, ça c'est vraiment normal. Je vous dis, je travaille à la banque. Presque tout le monde. Il y a un moment ou un autre où voilà, il n'arrive pas à payer un mois de son loyer. Ça arrive souvent. Mais si vous payez aux 2 semaines, mais nous, automatiquement, la banque doit rapporter tous les paiements ou non-paiements au bureau de crédit chaque 30 jours. Automatiquement. Maintenant, vous, quand vous payez aux 2 semaines, les paiements que vous avez faits, ça va compter, la banque va les considérer. Mais il faut que ça prenne 30 jours. C'est-à-dire que je paye 2 semaines ici, la banque a reçu mon argent. Même si l'autre 2 semaines, je ne paye pas, on a déjà rapporté au bureau de crédit pour ces 30 jours, c'est déjà payé. L'autre paiement, etc., etc. Alors que quelqu'un qui paye par mois, les premiers déjà de retard de paiement, il est déjà reporté au bureau de crédit, ça t'affecte. Et donc, quelqu'un qui paye aux 2 semaines peut être comme ça pendant... Il peut être en retard de paiement de 2 semaines ou même un mois pendant très longtemps sans que la banque ne se rende même pas compte. La banque, bien sûr, va le savoir, mais on ne va pas les rapporter au bureau de crédit parce que justement, vous payez, vous êtes censé payer chaque 30 jours et vous l'avez payé. Alors ça, c'est un avantage énorme. Beaucoup de gens n'ont pas perdu des maisons à cause de ça. Beaucoup de gens ont perdu des maisons aussi à cause de ça, parce qu'ils payent par mois. Parce que, comme je dis, si vous avez un retard accumulé 3 mois de suite, automatiquement, la banque va intervenir, va aller récupérer son bien. Et donc, la bonne méthode de faire, c'est quoi? Ce qu'il faut faire justement, c'est de séparer ça. Au lieu que ce soit mensuel, ça soit bi-hebdomadaire. Donc, aux 2 semaines. En ce moment-là, vous ne pouvez pas perdre la maison. Vous ne pouvez pas perdre non plus votre bien, que ce soit les véhicules ou autre chose en ce moment-là, parce que c'est aux 2 semaines. Le temps que les 2 semaines rattrapent l'autre, ça a déjà recommencé. Parce qu'il faut savoir, encore, on est dans les astuces, il faut savoir que si vous payez, en fait, même si, peu importe les types de paiements que vous avez, si c'est pas par mois ou aux 2 semaines ou par semaine, peu importe, les paiements, disons que vous êtes en retard d'1 mois et qu'après ça, vous continuez à faire vos paiements, mais vous avez toujours un retard du mois. Mais ne pensez pas que les paiements, parce que vous avez fait les paiements les mois suivants, que vous avez payé les derniers paiements. Non, vous avez payé juste à temps. Les paiements du mois de janvier, par exemple, vous avez manqué de janvier, mais vous avez payé le février. Mais le janvier, ça continue à compter 1 mois. Vous allez payer mars, mais vous êtes en retard de 2 mois. Dans vos têtes, vous êtes en retard juste d'1 mois. Vous êtes en retard de 2 mois. Vous manquez avril, vous êtes en retard de 3 mois. En ce moment-là, vous perdez votre maison. La banque a légalement le droit d'aller vendre votre maison, d'initier des démarches, tout ça. Et souvent, ils le font.
Ils les font souvent. Et nous, dans certaines situations, on était obligé d'aller prendre la maison parce que la personne continue à faire ses paiements, mais il n'a pas fait un paiement qui est déjà passé. Malheureusement, dans la psychologie de beaucoup de clients, beaucoup de personnes, c'est que voilà, j'ai payé j'ai manqué le mois de janvier, ben j'ai payé le mois de février, donc je suis juste un mois en retard. J'ai payé le mois de mars, j'ai payé le mois d'avril, mais non, c'est 3 mois. C'est parce qu'en fait, vous payez, c'est mensuellement. Et donc, les premiers que vous avez manqués, il faut les payer. Même si vous payez les autres après, vous ne payez pas l'autre en premier et que c'est... voilà, il n'y a pas d'effet domino en fait. C'est un peu ce que j'essaie d'expliquer. Et ça, malheureusement, c'est un piège. Il faut le savoir. C'est pourquoi il faut payer toujours à temps. Il y a d'autres astuces pour essayer de ne pas être justement en retard. Il faut, moi j'ai regardé souvent des astuces, mais je me dis, mais avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aider les gens? Parce que beaucoup de gens, ce n'est pas une question d'argent, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une question non plus du manque de volonté de paiement, c'est simplement une question de gestion du temps, de gestion tout simplement. Quand c'est 10 $, tout le monde le néglige. Comme je l'ai dit, souvent des petits montants, beaucoup de gens ne s'en préoccupent pas parce qu'ils se disent bon, c'est juste un petit montant, on peut rien faire. Voilà, c'est pas la fin du monde. Mais en oubliant également que ce sont des petits montants comme ça qui font en sorte que justement on se retrouve dans avec des problèmes au bureau de crédit. Et donc, les astuces sont que, par exemple, vous avez une carte de crédit, vous avez une marge de crédit, vous avez une ligne de crédit, vous avez peut-être 2, 3, 4 cartes de crédit. Et que vous avez par exemple 100 $ ici, dans cette carte de crédit, vous avez 200 $ dans l'autre, vous avez etc. Mensuellement, le minimum à payer. Moi, j'ai regardé toujours, j'ai dit, sur un montant, par exemple, je regarde la moyenne de ce que je paye mensuellement dans telle carte de crédit, peut-être 50 $. En ce moment-là, moi, je vais prendre 20, 30 ou même 40, ou même 50 $, mais je le mets aux 2 semaines. C'est-à-dire que je paye mensuellement 100 $ dans la carte de crédit. Pas obligé, parce que moi, dans ma tête, il faut toujours payer plus que au lieu de payer moins. Plus tu payes, moins d'intérêt tu payes, et plus tu diminues donc la dette que tu as. Et donc, moi, dans ma psychologie, si je dois 50 $ mensuellement en moyenne, mais pour ne pas oublier, je les programme moi-même. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire en ligne, au téléphone, en succursale, sur Internet. Quelqu'un peut aller et puis il programme donc pour pouvoir justement faire un paiement chaque 2 semaines quand il reçoit sa paye. Quand la personne reçoit sa paye, va payer, donc les montants va quitter son compte automatiquement, les montants de 50 $ chaque 2 semaines pour payer sa carte de crédit. Ça, on peut le faire avec toutes les cartes de crédit, on peut le faire avec tous les produits, etc. De cette façon, on ne peut pas oublier. Et de toutes les façons, sachez que la majorité des gens aujourd'hui utilisent la carte de crédit plus que les comptes chèques. Toutes les façons. Et donc, ça ne sert à rien de garder l'argent dans les comptes, de le transférer en carte de crédit. Tu peux faire même la moitié de ton salaire, tu le reçois automatiquement, tu l'envoies déjà dans ta carte de crédit. Et toi, tu utilises ta carte de crédit comme justement... ici, je ne vais pas parler aujourd'hui des théories des cartes de crédit, c'est pas bon, l'utilisation des cartes de crédit. Je connais tout ça. Et on en fera un autre sujet, mais ça aujourd'hui, c'est juste des astuces pour mieux gérer ça. On considère que tout le monde est déjà responsable, sait comment gérer. Donc, on va déjà aller... on va parler dans ce sens-là. On reviendra quand même pour cette histoire de la gestion des cartes de crédit de façon générale, qu'est-ce qu'on peut acheter avec, qu'est-ce qu'on peut pas acheter avec, on y reviendra. Mais ce sont des astuces qui nous permettent justement de ne jamais oublier de payer, parce que quand on oublie de payer, il y a des frais qui s'ajoutent. 20-30 $, c'est beaucoup d'argent à donner juste comme ça à la banque, juste comme ça, pour rien, sans explication, sans juste par... Voilà, la banque t'a même pas demandé. C'est comme si tu le donnais, la banque t'a rien demandé, tu dis juste à la banque, tiens, voilà, 25 $, 30 $, pour rien. Alors, c'est une façon d'éviter ça, et de deux, d'éviter des intérêts. Imagine, toi, tu as 30 000 sur une carte de crédit, tu as 20 000, tu as 10 000, tu as 5 000 sur une carte de crédit, et donc, les intérêts de ces montants-là, c'est beaucoup d'argent, 19, 20%, 22%, 25%, 29%, c'est beaucoup d'argent. Et donc, ça évite de tomber dans ça. Et de plus, d'être rapporté au bureau de crédit, vous perdez des points pour rien, vous mettez des tâches à votre code de crédit. Et donc, ça diminue vraiment drastiquement les risques. Que ça vous impacte de cette façon-là. Donc ça, ce n'est qu'une autre façon de pouvoir faire. Par exemple, il y a des produits comme des produits, comment on appelle,
des produits, des produits d'assurance. Souvent, les crédits d'assurance, il y a des problèmes. Par exemple, l'assurance auto. Assurance auto, dès que vous manquez 2 paiements, automatiquement, vous n'avez plus le droit d'être assuré. Aucun assureur ne va vous accepter. C'est dans un système centralisé. Aucun assureur ne va vous accepter. Et donc, en ce moment-là, celui qui va vous accepter va vous charger 3, 4 ou 5 fois les montants que vous payez d'habitude. Et puis, vous êtes obligé de rester dans ces programmes-là pendant 2 ans ou 3 ans. Sinon, personne d'autre ne va vous assurer. Ou sinon, carrément, vous jetez votre permis parce que ça ne vous sert à rien. Vous ne pouvez pas conduire sans permis et sans assurance. Et là encore, vous allez continuer à recevoir des contraventions énormes. Et donc, la façon de faire, c'est d'éviter que ça arrive. Moi, je vais regarder assurance auto, comme c'est beaucoup d'argent, normalement, disons, estimons à 5 000 $, je vais prendre 1 000 ou 2 000 $, je paye d'avance et les montants restants, voilà, on les divise sur la période de 12 mois, comme ça je paye petit à petit mensuellement. Pour les assurances qui sont peut-être très petits, des petits montants, 300, 400 $ par exemple, moi je sais pas, habitation ou même juridique ou autre, je sais pas, 200, 300 $, 400 $, moi je le paye d'un coup pour ne pas oublier de le payer mensuellement. C'est des petits montants souvent qui viennent créer des problèmes. Et donc, ce sont des habitudes qu'on peut faire, mettre en place pour que justement, on arrive à éviter des problèmes et garder ces habitudes-là tout au long et non pas penser à ces habitudes seulement au moment où on veut acheter quelque chose de façon ponctuelle. Non, c'est vraiment de garder ces habitudes tout le temps et d'éviter des problèmes. Notre dossier de crédit va rester intact en ce moment-là parce qu'on n'aura pas à le penser, on n'aura pas à le travailler. On le travaillera en permanence et de façon régulière. Parce que souvent, ce qui arrive, comme je l'ai dit, c'est vraiment par oubli que les gens arrivent à trouver leur dossier entaché. C'est vraiment ce n'est pas par mauvaise volonté, ce n'est pas par manque de volonté, ce n'est pas par ce n'est pas par manque d'argent non plus, c'est vraiment par oubli, par négligence. Et ça peut nous éviter justement d'avoir à négliger certaines choses et de les payer à temps, de garder en permanence notre code de crédit. J'espère que ça vous aide et donc si c'est le cas, ben écoutez, tant mieux, partagez la vidéo, commentez, ajoutez dans les commentaires ce qu'on a manqué de dire, ce que vous faites vous pour y arriver. Comme ça, nous aussi, on va apprendre de vous. Et puis, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. C'est une façon de nous encourager. Et puis, pour qu'on continue à faire encore plus plus de vidéos, plus de contenu et surtout de qualité pour vous. Alors voilà, c'est un peu ce que j'essaie de dire. Et puis on va revenir pour une autre vidéo où on va développer concernant la gestion des cartes de crédit. Allez, merci et puis